Bonjour à tous, bienvenue dans le 18h à savoir avec Denis Vanier. Bonsoir Denis. Bonsoir Cécile. C'est bien le mercredi, on va apprendre plein de choses encore aujourd'hui, entre autres. Et ce sera en fin d'émission avec notre invité que la Loire-Atlantique regorge de ressources minières. On fera un peu de paléontologie aussi, on évoquera les acariens qui agacent notamment les asthmatiques. Et on va commencer avec une bonne nouvelle, une médaille d'or pour Guillaume Roland, le jeune inventeur nantais. Encore une médaille, on va dire, parce que Guillaume Roland, on en avait déjà parlé sur cette antenne, c'est l'inventeur de cet appareil qu'on va revoir en image, un réveil olfactif. Vous le voyez, vous réglez l'heure, vous rentrez une cartouche et vous choisissez l'odeur chocolat, menthe, dollar. Il a même prévu des cartouches d'odeur de dollar, figurez-vous. De dollar? Et oui, je ne sais pas, il paraît que l'argent n'a pas d'odeur, mais en tout cas, lui en a trouvé une. Et donc le principe de ce réveil olfactif, c'est qu'il fallait le faire connaître, ce projet. Ouais. Il a réussi très bien l'an dernier, puisqu'il a obtenu déjà une médaille d'or au concours Lépine. Il s'est fait remarquer auprès de Google. Pour la Google Science Fair, il avait été sélectionné parmi les 15 finalistes. Ouais. Bon, il n'a pas été retenu, il n'a pas gagné, mais cette année encore... C'était pas rien quand même. Voilà, cette année encore, il a remporté le prix Léonard de Vinci au concours Lépine. Et donc c'est un nouveau coup de projecteur pour ce beau projet d'un Nantais. Reste maintenant à l'industrialiser. Oui, ça va prendre du temps. Il n'est pas commercialisé pour l'instant. Voilà. A priori, le prototype est bien avancé et bien fini. Mais maintenant, il faut que quelqu'un mette de l'argent, parie sur ce projet pour la construction, la fabrication industrielle, on va dire. En tout cas, nous, à notre petit niveau, on ne cesse d'en parler. C'est une manière de le faire connaître. Cap sur les océans à présent avec un vaisseau très futuriste qui est en cours de construction et ça se passe encore chez nous en Loire-Atlantique. Et là aussi, c'était un pari fou. On n'y croyait pas trop quand on en avait parlé il y a 1 ou 2 ans sur cette antenne. Le Sea Orbiter, on va le voir, c'est une espèce de vaisseau à mi-chemin entre le bateau, le sous-marin. Voilà, c'est cet appareil qui a été imaginé par Jacques Rougerie, un concepteur de bateaux innovant, qui a choisi de confier à des Nantais, la société ACO, à côté de Châteaubriand, à Soudan, la construction d'une partie de ce navire. Un vaisseau qui coûte 35 millions d'euros quand même. Fabriqué. Voilà, donc une petite partie du chantier a été fabriquée à ACO. Cette structure va être livrée ce lundi à Soudan en présence de Jacques Rougerie. Jacques Rougerie qui, on va le dire, a beaucoup d'ambition pour ce bateau. Il va en faire une sorte de successeur de la Calypso, le vaisseau d'exploration. Parce que c'est quoi la vocation ? Ce sera une station océanique d'observation océanique, un peu à l'image de la Station spatiale internationale qui sera ouverte à tous les scientifiques et qui tournera en permanence sur l'ensemble de la planète, sur les océans. On considère que 90% de la surface des océans est encore inexplorée, en tout cas des profondeurs océaniques. Et les 2/3 des espèces animales qui vivent et végétales qui vivent dans les océans sont encore inconnues des scientifiques. Il faut encore les découvrir. En tout cas, ça se concrétise. Il est en construction pour de vrai, quoi. Allez, on connaît tous dans son entourage, on en entend beaucoup parler, des personnes asthmatiques. Voici une nouvelle qui, pour certains d'entre eux, en tout cas, pourrait juste être une petite révolution dans leur vie. C'est une bonne nouvelle pour la moitié des asthmatiques. On va dire, il y a 4 millions d'asthmatiques en France, en tout cas qui développent des symptômes d'asthme. La moitié d'entre eux, 2 millions, sont allergiques à ce genre de bestioles. C'est les acariens qu'on trouve dans les poussières le plus souvent, dans les vêtements un peu mal lavés, dans les draps, voilà, horrible. les canapés. Un acarien grossier. Et ben voilà, ça passe dans nos bronches et on devient. Certaines personnes sont allergiques. Des chercheurs nantais ont probablement découvert un vaccin contre l'allergie aux acariens. C'est en tout cas une piste découverte sur des souris. Ouais. Alors il faudra évidemment tester ça sur les hommes. Ça se passera d'ici 5 ou 7 ans. Une équipe nantaise de l'Institut du Thorax qui est à l'origine de cette découverte. Notamment le professeur Antoine Magnan, qui est aussi pneumologue au CHU de Nantes. Les résultats sont concluants sur la souris. L'idée, c'est qu'on injecte des protéines qui vont désactiver en fait les substances néfastes dégagées par les acariens et donc rendre les bronches complètement insensibles. Assez vilaine petite bête. Voilà. Une date à retenir maintenant, Denis, c'est sur l'agenda, alors en particulier des passionnés de paléontologie. Mardi 19 mai à 20h30, c'est au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est une conférence en marge de l'exposition Plumes de dinosaures avec un chercheur de terrain, cette fois Ronan Alain. Il a mené notamment des recherches paléontologiques en Afrique, mais aussi plus près de nous en Charente. Il répondra à des questions comme... où on trouve des fossiles de dinosaures et surtout comment on les extrait sans trop les abîmer. Voilà, donc ce sera mardi prochain. La conférence suivante, ce sera au Muséum, toujours autour de cette exposition Plumes de dinosaures sur le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux. Ce sera le 9 juin.
Alors, pas de rendez-vous avec une question à un chercheur cette semaine, mais on les retrouve la semaine prochaine. En revanche, on va continuer tranquillement à creuser ces sous-sols. Et pour ça, on va recevoir notre invité pour parler des fameuses ressources minières en Loire-Atlantique, parce que on l'oublie souvent, ou on l'a peut-être même jamais su, hein, que la Loire-Atlantique a été une véritable région minière. J'ai dit elle a été, mais on va voir qu'elle pourrait peut-être le redevenir. Bonjour. Et on va commencer par regarder une carte avant de présenter notre invité. C'est celle du potentiel minier en France. Tous ces petits points représentent des gisements ou des indices qui laissent à penser qu'on pourrait trouver des substances minérales intéressantes, de l'or, de l'étain, de l'uranium. Et on voit qu'effectivement, dans l'Ouest et notamment en Loire-Atlantique, on a des indices plutôt intéressants. Et on va en parler avec vous, Pierre Conil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional du BRGM. Alors, le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. Vous êtes un peu l'expert de tout ce qu'il y a en sous-sol, de toutes les sciences de la Terre en France. Ça fait partie des missions de mon établissement public. C'est un établissement public donc, qui a été créé par l'État. Oui, tout à fait. Donc, qui a été créé par l'État et qui a pour vocation justement d'avoir des missions de recherche, d'appui aux politiques publiques et d'expertise dans tout ce qui est sol, sous-sol, eau souterraine. Cécile le disait tout à l'heure, les mines pour la Loire-Atlantique, ça fait un peu partie du passé. On pense notamment à Abarré, qui a accueilli une mine très importante d'étain. Une mine d'étain qui était vraiment très importante, mais ce n'est absolument pas la seule substance qui a été exploitée au niveau du département. Si vous regardez le nord du département, il y a eu d'anciennes mines de fer, du côté de Rouget, du côté de Soulvache. Ouais. Vous avez ensuite ces mines de fer qui se poursuivent en direction du Maine-et-Loire. Ensuite, vous avez de l'uranium, bien sûr, qui a été exploité dans le sud, du côté de Clisson. L'étain à Piriac et à Abarré. Et un tout petit peu de plomb du côté de Crossac. Alors si ces mines, on ne les exploite plus, on voyait tout à l'heure les mines d'étain, c'est parce que les gisements sont épuisés, il y a un problème de rentabilité, ou ces métaux ne sont plus du tout utilisés dans la société actuelle? Alors, pour l'essentiel, c'est des questions de rentabilité, puisque, en fait, une mine ne se conçoit que comme une opération commerciale, et il faut qu'elle soit rentable. Donc, si le coût d'exploitation du minerai devient trop important, avec notamment le coût de la main-d'œuvre, à ce moment-là, il n'est plus rentable de faire l'exploitation, même s'il reste des éléments dans le sous-sol, et donc on arrête la mine. Abandonne. On a vu les images là, d'Abarré, hein, la mine d'Abarré. Ce sont des mines qui ont été exploitées jusqu'à quelle période? Alors, Abarré, l'exploitation s'est terminée vers les années 1960. D'accord. Elle a eu une très longue histoire, cette mine, puisque je crois qu'on exploitait déjà l'étain il y a plus de 3000 ans. Hein, Tout à fait. L'utilisation du métal date depuis les temps préhistoriques. Et parmi les meilleurs prospecteurs, vous aviez les Romains, qui ont fait énormément de travail de prospection, de recherche, de grattage et d'exploitation. Pour fabriquer du bronze, notamment. Tout à fait. Et qui ont aussi recherché de l'or dans la région. Et qui en ont trouvé. Et qui en ont trouvé. Bien sûr. Ça veut dire en gros que si un nouvel modèle économique de l'extraction voyait le jour, une mine comme Abarré est encore exploitable en réalité. En tout cas, les sous-sols le sont. C'est ça que vous nous dites. Donc, il y a encore des ressources dans le sous-sol. Et il faut voir que les mines sont destinées aussi à répondre aux besoins de ressources de la société. C'est-à-dire que quand on avait le 19e siècle, c'était principalement les métaux de base. Au 20e siècle, on a commencé à avoir des substances un peu plus compliquées. Et maintenant, on a des demandes qui sont croissantes pour des substances de plus en plus rares, difficiles à trouver, les platinoïdes, les terres rares, et qui n'ont pas forcément fait l'objet de recherches dans les années précédentes. Et ça peut paraître paradoxal parce que pour nous, on associe les métaux et les mines de métaux à un peu la première révolution industrielle, on va dire. Aujourd'hui, on se dit on est dans l'ère numérique, c'est un peu l'ère de l'immatériel, on a besoin de rien, on vit d'amour et d'eau fraîche. Mais en fait, on a besoin peut-être davantage même de minerais pour un téléphone portable, par exemple. Notamment ces métaux rares dont on ne connaît pas beaucoup, dont on n'a pas encore étudié toute leur localisation, en fait. Tout à fait. Hein, c'est ça. Et en fait, si vous regardez les composés électroniques, tous les panneaux solaires, les moteurs avec les aimants à terre rares, etc., vous avez énormément de composés chimiques qui rentrent là-dedans. Et leur origine, c'est l'extraction minière. Ouais. Denis donnait l'exemple du téléphone, c'est un très bon exemple. Tout à fait.
Sur Abarré, alors pendant 50 ans, on a un peu oublié les mines à Abarré. Ça a été même transformé en site touristique. Le département, on a fait un lac de loisirs. On peut se balader maintenant sur les anciens terrils. Et coup de théâtre, 2012-2013, une société commence à s'intéresser au potentiel minier de cette région. On n'avait pas accordé de permis de recherche minière depuis presque 30 ans en France métropolitaine. Et voilà que Variscan, une société d'Orléans, obtient un permis de recherche pour voir s'il est possible d'extraire à nouveau des métaux à Abaré. Ça paraît complètement dingue qu'on s'intéresse à nouveau à cette mine. En fait, il s'intéresse à la région d'Abaré. Et effectivement, d'une part, les méthodes de prospection ont évolué et il y a des possibilités très vraisemblables de trouver d'autres ressources qui pourraient être exploitables. Et également, au niveau du permis, ils vont chercher d'autres substances. Donc, il n'y a pas forcément que l'étain qui les intéresse. Concrètement, comment on fait aujourd'hui pour trouver pour sonder, on fait des carottages, c'est ça? On creuse dans la terre, on prend des échantillons, comment ça se passe? Alors, vous avez des méthodes qui sont très multiples. Vous avez effectivement les méthodes de prospection avec des prélèvements d'échantillons et d'analyse, mais vous avez aussi les méthodes indirectes avec de la géophysique, etc., qui permettent également d'identifier des ressources et, qui plus est, qui, avec l'évolution des techniques, permettent d'en identifier de plus en plus profond. Et il faut voir que ça, c'est des évolutions au niveau de la prospection minière, puisque au départ, effectivement, si vous regardez les développements miniers dans les années 1800, c'était la compréhension de la structure des formations et des prélèvements en surface. Ensuite, au XXe siècle, on a commencé à avoir des outils permettant d'aller chercher des indices un petit peu plus loin. Et maintenant, on a un peu plus de performance encore et un peu plus de compréhension. Alors, Variscan, je disais, a obtenu un permis de recherche. Ça prend combien de temps pour être sûr qu'on peut éventuellement avoir un retour sur investissement quand on obtient un permis de recherche avant d'exploiter? C'est très long et ça se compte en dizaines d'années. En fait, vous allez avoir tout le passage entre la recherche d'un indice minier, ensuite l'évaluation de la profondeur, de la quantité de ressources que vous allez avoir, et également l'évaluation de la possibilité de le valoriser. Comment, je reprends, géologiquement parlant, la Loire-Atlantique, donc là on le comprend, on le découvre, a une richesse qui a été exploitée, qui ne l'est plus, mais qui pourrait l'être, et on pourrait découvrir encore d'autres richesses dans le sol. Ça s'explique comment? Puisqu'on a vu dans la toute première carte que Denis nous a montrée au début, on voit bien qu'il y a des zones blanches sur le territoire français. Il y a des zones où a priori il n'y a rien. Tout à fait. Hein, voilà, on revoit la carte. Or là, on voit bien que dans l'Ouest, la Bretagne aussi, c'est un sol riche. Hein. En fait, une mine, c'est lié à l'exploitation d'une concentration exceptionnelle d'un élément. Et il faut donc qu'il y ait eu les éléments permettant d'aboutir à cette concentration. Donc, si vous regardez le massif armoricain, c'est le reste d'une ancienne montagne qui a été maintenant complètement arasée. Il faut voir qu'au moment de la création, le massif armoricain, c'était l'Himalaya. Ouais. Et avec les conditions de mise en place de ces structures, vous avez des températures et des pressions qui sont telles que, par exemple, vous avez eu des magmas qui se sont créés et avec, à ce moment-là, des éléments chimiques qui ont pu être exportés et se reconcentrer ailleurs à l'intérieur de l'écorce terrestre. Et c'est ces reconcentrations ailleurs qui conduisent à des teneurs telles qu'elles peuvent être valorisées comme gisement. On ne va pas rentrer dans le détail des différents types de roches, mais il y a des grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les roches volcaniques, donc, qui sont issues du magma, des roches sédimentaires comme on trouve dans la Loire, qui sont issues plutôt de l'accumulation des alluvions comme ça. Dans la Loire, par exemple, si on creuse un peu, on a des chances de trouver des minerais ou c'est vraiment uniquement dans les zones de l'or. De l'or. Vous allez avoir des éléments chimiques, effectivement, présents sous forme de minéraux dans la Loire, notamment ce qu'on appelle des minéraux lourds. Par contre, vous aurez difficilement une quantité et un volume tel que vous allez pouvoir avoir une exploitation commercialement intéressante. Ouais.
On est à l'ouest, mais on ne va pas voir débarquer comme ça là, des chercheurs d'or qui vont... Ça ne va pas se passer comme ça. Si des permis de recherche ont été accordés ces dernières années, c'est aussi parce que la France a un peu changé de politique vis-à-vis des mines. Alors c'est notamment à Arnaud Montebourg qu'on doit, parce que c'est lui qui s'est dit, allez, on va rouvrir des mines en France, parce qu'on va dire en France, c'est surtout la Guyane et la Nouvelle-Calédonie qui a une activité minière. En France métropolitaine, on n'en entendait plus parler depuis des dizaines d'années. Et c'est aussi une question de volonté politique. L'État veut à tout prix réouvrir des mines en France métropolitaine ? Oui, ça correspond apparemment à un souhait. Comme je vous le disais, ça peut aussi répondre à des besoins en termes de sécurisation de certains approvisionnements pour des éléments qui sont assez particuliers et dont le marché peut être détenu par un seul État. Par contre, il faut avoir conscience que c'est aussi confronté à une question d'acceptabilité sociale. Et oui. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a quelques années, une volonté d'ouvrir une mine de charbon vers le centre de la France. La société minière était prête et avait le projet de faire cette opération-là, mais ce sont les habitants du territoire qui ont préféré qu'il n'y ait pas ce type de... Est-ce que extraction et environnement, ça fait bon ménage en fait? Exploitation minière, pardon, et environnement, est-ce que c'est ça qui bloque au niveau de la société? C'est le lien avec l'environnement ou... En grande partie, oui. Oui, c'est ça, hein, c'est pour être très clair que je repose la question. Non, mais c'est vraiment pour des... C'est effectivement en grande partie cela. Il faut voir que pour tout le monde, une mine, c'est plutôt quelque chose de type germinal. Donc on va retrouver les mineurs avec quasiment la bougie sur la tête, etc. Et avec aussi, comme on a un petit peu perdu de vue le fonctionnement minier, des pratiques qui étaient liées aux pratiques du 19e et du 20e siècle. Ouais. Et il est évident que dans les mines qui se développent dans des pays comme par exemple la Finlande, on a des contrôles environnementaux qui sont bien plus stricts, bien plus corrects et qui sont faits de la même façon que les autres industries actuellement. D'ailleurs, l'un des permis de recherche obtenus par Varescan en Sarthe, beaucoup aussi d'opposition locale. Les habitants se sont déjà mobilisés. On n'a pas parlé de l'uranium aussi, mais il y a eu une activité d'uranium dans le sud du département. Ouais. Tout à fait. Voilà, qui est mais on inactive n'extrait pas d'uranium en ce moment dans le département de Loire-Atlantique. Non, voilà. Mais il y a eu d'anciennes mines. Très bien. Ben, merci beaucoup à vous, Pierre Conil. Merci d'être... je ne me suis pas trompée sur votre nom. Non, pas du tout. J'ai eu un doute là d'un seul coup. Merci d'être venu nous rappeler cette richesse minière et la richesse des sols de Loire-Atlantique. Merci, Denis. À bientôt.